Pétrone, romancier. Il naquit en des jours où des baladins vêtus de robes vertes faisaient passer de jeunes porcs dressés à travers des cercles de feu, où des portiers barbus à tunique cerise écossaient des pois dans un plat d'argent devant les mosaïques galantes à l'entrée des villas, où les affranchis pleins de sesterces briguaient dans les villes de province les fonctions municipales, où des récitateurs chantaient au dessert des poèmes épiques, où le langage était tout farci de mots d'ergastule et de redondances enflées venues d'Asie. Son enfance passa entre de telles élégances. Il ne remettait point 2 fois une laine de Tyr. On faisait balayer l'argenterie tombée dans l'atrium avec les ordures. Les repas étaient composés de choses délicates et inattendues. Et les cuisiniers variaient sans cesse l'architecture des victuailles. Il ne fallait point s'étonner en ouvrant un œuf d'y trouver un bec-figue, ni craindre de trancher une statuette imitée de Praxitèle et sculptée dans du foie gras. Le gypse qui scellait les amphores était diligemment doré. Des petites boîtes d'ivoire indien renfermaient des parfums ardents destinés aux convives. Les aiguières étaient percées de diverses façons et remplies d'eau colorée qui surprenait en jaillissant. Toutes les verreries figuraient des monstruosités irisées. En saisissant certaines urnes, les anses se rompaient sous les doigts et les flancs s'épanouissaient pour laisser tomber des fleurs artificiellement peintes. Des oiseaux d'Afrique aux joues écarlates caquetaient dans des cages d'or. Derrière des grillages incrustés, aux riches parois des murailles, hurlaient beaucoup de singes d'Égypte, qui avaient des faces de chiens. Dans des réceptacles précieux rampaient des bêtes minces, qui avaient de souples écailles rutilantes et des yeux rayonnés d'azur. Ainsi, Pétrone vécut mollement, pensant que l'air même qu'il aspirait fut parfumé pour son usage. Quand il fut parvenu à l'adolescence, après avoir enfermé sa première barbe dans un coffret orné, il commença à regarder autour de lui. Un esclave du nom de Cyrus, qui avait servi dans l'arène, lui montra les choses inconnues. Pétrone était petit, noir et louché d'un œil. Il n'était point de race noble. Il avait des mains d'artisan et un esprit cultivé. De là vint qu'il prit plaisir à façonner les paroles et à les inscrire. Elles ne ressemblaient à rien de ce que les poètes anciens avaient imaginé, car elle s'efforçait d'imiter tout ce qui entourait Pétrone. Et ce ne fut que plus tard qu'il eut la fâcheuse ambition de composer des vers. Il connut donc des gladiateurs barbares et des hâbleurs de carrefour, des hommes au regard oblique qui semblent épier les légumes et décrochent les pièces de viande, des enfants frisés que promenaient des sénateurs, de vieux babillards qui discouraient des affaires de la cité au coin des rues, des valets lascifs et des filles parvenues, des marchands de fruits et des patrons d'auberges, des poètes minables et des servantes friponnes, des prêtresses interlopes et des soldats errants. Il tenait sur eux son œil louche et saisissait exactement leurs manières et leurs intrigues. Cyrus le conduisit dans les bains d'esclaves, les cellules de prostituées et les réduits souterrains où les figurants de cirque s'exerçaient avec leurs épées de bois. Aux portes de la ville, entre les tombes, il lui raconta les histoires des hommes qui changent de peau, que les Noirs, les Syriens, les taverniers et les soldats gardiens des croix de supplice se repassaient de bouche en bouche. Vers la 30e année, Pétrone, avide de cette liberté diverse, commença d'écrire l'histoire d'esclaves errants et débauchés. Il reconnut leurs mœurs parmi les transformations du luxe. Il reconnut leurs idées et leur langage parmi les conversations polies des festins. Seul devant son parchemin, appuyé sur une table odorante en bois de cèdre, il dessina à la pointe de son calame les aventures d'une populace ignorée. À la lumière de ses hautes fenêtres sous les peintures des lambris, il s'imagina les torches fumeuses des hôtelleries et de ridicules combats nocturnes, des moulinets de candélabres de bois, des serrures forcées à coups de hache par des esclaves de justice, des sangles grasses parcourues de punaises, et des objurgations de procurateurs d'îlots au milieu d'attroupements de pauvres gens vêtus de rideaux déchirés et de torchons sales. On dit que lorsqu'il eut achevé les 16 livres de son invention, il fit venir Cyrus pour les lui lire, et que l'esclave riait et criait à haute voix en frappant dans ses mains. Dans ce moment, ils formèrent le projet de mettre à exécution les aventures composées par Pétrone. Tacite rapporte faussement qu'il fut arbitre des élégances à la cour de Néron, et que Tigelin, jaloux, lui fit envoyer l'ordre de mort. Pétrone ne s'évanouit pas délicatement dans une baignoire de marbre en murmurant de petits vers lascifs. Il s'enfuit avec Cyrus et termina sa vie en parcourant les routes. L'apparence qu'il avait lui rendit son déguisement facile. Cyrus et Pétrone portèrent tour à tour le petit sac de cuir qui contenait leur harde et leurs deniers. Ils couchèrent en plein air près des tertres de croix. Ils virent luire tristement dans la nuit les petites lampes des monuments funèbres. Ils mangèrent du pain aigre et des olives amollies.
On ne sait pas s'ils volèrent. Ils furent magiciens ambulants, charlatans de campagne et compagnons de soldats vagabonds. Pétrone désapprit entièrement l'art d'écrire, sitôt qu'il vécut de la vie qu'il avait imaginée. Ils eurent de jeunes amis traîtres qu'ils aimèrent, et qui les quittèrent aux portes des municipes en leur prenant jusqu'à leur dernière race. Ils firent toutes les débauches avec des gladiateurs évadés. Ils furent barbiers et garçons d'étuve. Pendant plusieurs mois, ils vécurent de pains funéraires qu'ils dérobaient dans les sépulcres. Pétrone terrifiait les voyageurs par son œil terne et sa noirceur qui paraissait malicieuse. Il disparut un soir. Cyrus pensa le retrouver dans une cellule crasseuse où ils avaient connu une fille à chevelure entremêlée. Mais un grassateur ivre lui avait enfoncé une large lame dans le cou, tandis qu'ils gisaient ensemble, en rase campagne, sur les dalles d'un caveau abandonné.